Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Allez, bonjour à tous. Et on est ravis de recevoir sur 1000% le docteur Zina Gomber pour la seconde fois, puisqu'on t'avait déjà reçu en avril 2024 pour le 17e Oui, pourcent 17%. Et là, on de... est à combien de pourcents? Et là, on est à... Tu seras peut-être le centième pourcent. Pour le moment, il y en a 97 Waouh! publiés. Voilà. Ah Donc, bah, le, parfait. le projet avance. Euh, donc forcément, on invite un médecin fonctionnel. Ça parle pas à tout le monde, Zina. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est exactement comme discipline? Alors, médecine fonctionnelle n'est pas en soi une discipline, et en tout cas, c'est pas quelque chose qui est reconnu comme une discipline officielle, en France, même si, cela est reconnu dans certains autres pays. Mais on va dire que c'est plutôt une approche, dans la pratique de médecine, où on va intégrer, à la pratique, habituelle aussi beaucoup d'importance, à l'hygiène de vie, notamment à l'alimentation, la micronutrition, des approches physiques. Donc, comment on peut utiliser l'hygiène de vie pour, améliorer l'état de santé d'une personne ou améliorer, le traitement qu'elle a déjà en place. Et on va viser, en plus du traitement de maladie, aussi l'optimisation de la santé sous-jacente. Donc c'est une approche intégrative, qui, pour moi, en soi, c'est la même médecine. C'est juste qu'on se comme chaque médecin, on peut avoir des sujets où on s'intéresse plus, et dans l'approche, intégrative, dans l'approche fonctionnelle, on s'intéresse, à des choses comme l'hygiène de vie, à des choses comme l'hormonologie, la flore intestinale, et on va les intégrer, dans le soin de nos patients. Hmm. Nutrition, micronutrition, endocrinologie. C'est ça. Alors l'endocrinologie en soi, ça c'est une spécialité Hmm. médicale, mais en effet, il y a une différence entre diagnostiquer et traiter une maladie hormonale, comme par exemple le diabète ou l'hypothyroïdie, et sans forcément qu'il y a cette maladie, viser un équilibre hormonal optimal, donc beaucoup dans la prévention, mais aussi quand il y a déjà une maladie diagnostiquée, la prévention ne perd pas son sens. Elle reste toujours la première mesure conseillée par les instances comme la Haute Autorité de Santé, les règles hygiéno-diététiques. C'est juste que personnellement, je devais me former davantage à qu'est-ce que ça veut dire règles hygiéno-diététiques, qu'est-ce que je peux proposer à mes patients, parce que ce n'était pas quelque chose, à mon avis, suffisamment abordé pendant mon cursus. Mais surtout que c'est très complexe. C'est C'est pas comme si très, très, très c'était. complexe. C'est pas juste manger sainement, faites du sport, merci, au revoir. Hmm. Mmh. Oui, et sachant que pour tous ceux qui nous écoutent, forcément, chaque cas est une particularité. Donc, si vous avez des questions d'ordre médical que vous voulez poster en bas du podcast, c'est pas le lieu pour faire ça. Allez voir votre médecin, faites-vous conseiller. Euh, les questions qui reviennent des auditeurs, c'est comment je fais pour trouver un médecin fonctionnel autour de chez moi? C'est compliqué, hein? Eh bien, tant que ça reste une discipline qui n'est pas reconnue, il y a forcément pas énormément de médecins qui se forment. Donc on le fait plus par intérêt, par curiosité. Hem et il y a pas d'affichage puisque ce n'est pas reconnu comme une spécialité. Hem, Comment trouver? Bah, typiquement, c'est comme avec n'importe quel médecin, c'est bouche à oreille, c'est quelqu'un qui a conseillé ou quelqu'un qui a apprécié. Donc ce sont des choses où il y a pas de il y a pas forcément de recherche, facilitée. Parce qu'il n'y a Donc pas de malheureusement. diplôme universitaire spécifique
Euh, En France, il y a un diplôme universitaire de micronutrition oui. qui existe dans plusieurs villes. Après, personnellement, je ne me suis pas formée en France, je me suis formée aux États-Unis. À l'IFM, c'est une organisation qui est reconnue pour la formation médicale continue. C'est Institute for Functional Medicine. Donc, c'est une institution qui existe depuis un peu plus de 20 ans. 26 ans, je crois maintenant. Donc c'est pas forcément des institutions qui proposent des annuaires. Il n'y a pas d'annuaire de DU de Hmm. micronutrition de ce que je connais. Après, peut-être que je ne connais pas tout. Parfait. Bon, et pour tous ceux qui auraient besoin d'avoir des réponses à des questions concernant le sujet du jour, vous allez sûrement avoir des pistes pour vous. Et je l'ai pensé aussi comme ça, ce podcast, tu vois, comme ce soit un format qui soit accessible à souvent des patientes que moi j'ai Ok. en soins et qui ont des Ça- problématiques avec des carences et ou déficits en fer. On verra peut-être la Ouais. différence entre ces deux termes tout à l'heure. Euh, Forcément, les différents profils qu'on pourra retrouver, c'est des patientes végétariennes ou véganes, des athlètes de haut niveau ou des femmes qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher, ou forcément après, c'est plus Il diversifié. y a aussi des omnivores. Il y a aussi Bien des sûr. omnivores qui peuvent être assez facilement carencés parce que, en plus de ce que tu as nommé, en effet, ce sont des grands classiques. Végétarien, vegan, enceinte ou postpartum, athlète. Il s'ajoute troubles digestifs chroniques qui peuvent impacter l'absorption du fer et tout simplement une consommation insuffisante puisque les messages concernant de combien il faut consommer de quoi sont tellement hétérogènes aujourd'hui. On a tellement de messages qui vont à l'encontre l'un de l'autre que beaucoup de personnes se trouvent un peu perdues là-dedans, je trouve. Donc j'ai régulièrement des personnes au cabinet qui me disent: «J'ai entendu qu'il faut pas trop consommer de la viande rouge, donc j'en consomme, 1 fois par mois, voire moins». Oui, donc ces personnes-là, ils peuvent aussi se retrouver, en carence en fer, ouais. Parce que finalement, ça sert à quoi le fer dans le corps? Alors, il a plusieurs rôles. Le rôle, je pense, qui est souvent, décrit, notamment dans le milieu médical, c'est le transport d'oxygène. Donc, le fer va permettre à nos globules rouges de transporter l'oxygène à nos différentes cellules. Donc, pas d'oxygène, nos cellules ne peuvent pas produire d'énergie. Et donc, après, ça va dépendre quelle cellule, c'est-à-dire est-ce que c'est la cellule du cerveau, est-ce que c'est la cellule du foie, est-ce que c'est la cellule des ovaires. Si une cellule ne produit pas suffisamment d'énergie pour faire son travail, eh bien, à grande échelle, l'organe peut souffrir. Mais après, le fer, il est aussi important pour notre immunité. Il fait aussi la partie de formation des cellules immunitaires et il est aussi important pour notre cerveau. En dehors de la production d'énergie, il joue un rôle dans la formation des molécules avec lesquelles notre cerveau communique et notamment, ce sont souvent des molécules qui nous gardent en bon équilibre émotionnel. Et puis le fer est utilisé par beaucoup d'enzymes dans notre corps pour le travail, par la suite. Une fois que quelque chose est produit, comment l'activer, désactiver, comment l'utiliser. Donc en fait, il n'a pas un rôle, il a des multiples rôles et comme avec tout, quand on n'a pas assez, c'est tout le corps qui risque de souffrir et quand on a trop, c'est pareil, c'est tout le corps qui risque de souffrir. On verra pas l'excès de fer aujourd'hui pour rester sur un format qui est relativement court. Sinon, on part dans tous les Ouais, sens. Des fois, les auditeurs, ils sont un peu déçus qu'on n'aborde pas telle problématique, tel sujet, mais c'est tellement vaste que sinon, on ferait des formats à chaque en fois effet. de 4 heures. Euh, Tu parles des apports, Mmh. mais pourquoi les femmes, elles sont plus sujettes à une carence ou un déficit que les hommes? Je suppose que c'est les menstruations, c'est une fausse question, les Les règles. femmes en perdent une petite partie tous les mois, quand tout va bien. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je pense que c'est les habitudes alimentaires chez les femmes, où en globalement, il y a plus de femmes qui sont moins enthousiastes, de la viande rouge ou des abats
que des hommes. Et puis, il y a aussi plus de femmes qui souffrent des troubles digestifs chroniques et donc sont à risque de mauvaise absorption que les hommes, sans partir dans les raisons vraiment graves comme un saignement interne ou une maladie particulière qui a besoin d'être prise en charge, mais on va dire dans la carence en fer classique, c'est surtout les règles, la différence d'apport chez les femmes parfois un peu moins, et le fait qu'on a chez les femmes, il y a plus souvent des troubles digestifs chroniques et donc plus de risques de malabsorption. Hmm. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux définir la différence entre le déficit et la carence? Hmm. Non, pour moi c'est la même chose. D'accord. Je dirais qu'il y a une différence entre carence ou déficit et apport sous-optimal. Je pense qu'il y a plutôt ça. Donc, une carence, un déficit, par l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, est défini comme un taux de ferritine inférieur à 30 microgrammes par décilitre. Donc, quand vous faites une prise de sang et que votre médecin vous a prescrit la ferritine, votre laboratoire va mettre des valeurs de référence. Donc, les valeurs de référence, en pratique, on voit que le seuil de ces valeurs de référence n'est pas le même que le seuil fixé par l'OMS. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui vont mettre une valeur de référence entre 10 et 200 ou entre 15 et 200. Ce qui peut être explicable par le fait que le laboratoire met des valeurs moyennes, de la moyenne de la population, en incluant aussi des personnes qui peuvent être carencées. Mais selon l'OMS, le seuil défini, c'est 30. Donc, en dessous, il y a en effet un déficit en fer ou une carence en fer. Après, je fais pas française, peut-être qu'il y a une nuance, mais médicalement parlant, c'est la même chose. Et cette carence, elle peut impacter le corps et elle peut nous donner des symptômes de manque, même s'il n'y a pas d'anémie. Et je pense que c'est là-dessus où moi, j'ai dû réapprendre un petit peu ma façon de voir les choses, car pendant mon cursus de médecin, on nous faisait surtout, on nous faisait, on nous apprenait à surtout faire attention, est-ce qu'il y a une anémie ou non. Et à partir du moment où il n'y a pas d'anémie, bah, on était rassuré qu'il n'y a pas d'urgence et donc on n'allait pas forcément plus loin. Alors que quand on travaille avec l'idée de prévention et d'amélioration de la santé globale, eh bien, même s'il n'y a pas d'anémie, une carence en fer peut embêter la personne avec des symptômes comme fatigue ou comme respiration insuffisante, notamment pendant les efforts, comme des ongles cassants ou des chutes de cheveux, ou ça peut même favoriser une certaine irritabilité, ça peut favoriser difficulté de mémorisation et ça peut contribuer aussi à d'autres déséquilibres. Il y a pas très longtemps, j'ai eu l'association de risque entre carence en fer et syndrome de jambes sans repos. Donc, c'est pas forcément la cause à chaque fois. Donc ça, c'est important à retenir pour vous si vous avez du mal à avoir un fer dans les bons taux. La carence en fer, c'est pas forcément la cause de votre maladie, mais ça peut être un facteur qui contribue, qui fait qu'il y a une goutte en trop dans votre petit bol de tolérance. Hmm. Oui, forcément, c'est pas vertueux pour le système que d'avoir une carence qu'on n'arrive pas à combler et qui est là en sous-jacent. Donc, on a plus de fatigabilité à l'effort. On se retrouve à être moins efficace, par exemple, dans l'activité physique, être plus fatigué, Tout à moins bien fait. récupéré. Et mental aussi. Oui, oui. Tout à Hmm. fait. Et donc, pour répondre à ta question, quelle sera la différence entre une carence et peut-être un taux qui est sous-optimal? Eh bien, un taux optimal, c'est un taux qui va être défini par des recherches. C'est le taux dans lequel on retrouve la plupart des personnes en bonne santé, sans aucun symptôme. C'est-à-dire que quand on regarde une personne qui n'a pas de fatigue, qui a des beaux ongles, des beaux cheveux, qui n'est pas irritable, qui n'a pas de soucis cognitifs, et on regarde leur taux, eh bien, on voit que pour les femmes, souvent, ça va se situer entre 50 et 150. D'accord? Ou on peut dire entre 75 et 100, enfin ça dépend quelle taille de fourchette on prend. Donc c'est pas forcément une définition de santé, c'est juste qu'est-ce qu'on a vu dans les études chez les personnes en bonne santé. Et donc c'est de là où on fait l'hypothèse que ça doit être le taux optimal. Donc, il y a la norme, il y a la C'est ça. carence, et la carence mène petit à petit à l'anémie.
Elle C'est peut, la oui. baisse de la quantité du nombre de globules rouges en circulation, c'est C'est ça? ça. L'anémie, c'est pas tout à fait le nombre de globules rouges, c'est le taux d'hémoglobine dans les globules rouges. D'accord. Et l'hémoglobine, c'est la molécule qui transporte l'oxygène, et qui donc a besoin du fer pour être produite. Donc l'anémie, on peut avoir autant de globules rouges qu'avant, mais leurs petits sacs à dos avec de l'oxygène sont vides. Mmh. Hein. Je sais pas si tu avais vu Il était une fois la vie, c'est des petits globules rouges qui transportaient leur oxygène. Bah, il faut Mmh. se dire que l'hémoglobine, c'est le sac à dos. Donc, et pour faire le sac à dos, il faut le faire. Très bien. Bon, c'est assez clair. On a vu les signes physiques qui sont assez communs, notamment sur l'essoufflement, la fatigue, une patiente Oui, qui est, qui est pâle, euh, et souvent lié à, on les voit après une grossesse, après un accouchement ou pendant leur grossesse, c'est très très commun. tout à Euh, fait. Tout ça, ça mène forcément à une surconsommation de fer et potentiellement une carence. Finalement, il y a d'autres conditions qui mènent à ça. Est-ce que on peut aussi, quand on est végétarien, avoir un taux de fer optimal? Est-ce que Oui, c'est possible? on peut. On peut avoir un taux de fer optimal végétarien, on peut aussi avoir un taux de fer optimal vegan, parce que c'est aussi très personnel. Comment est notre capacité d'absorption de fer? Et Mmh. puis, il y a végétarien et végétarien. Il y a qu'est-ce qu'on mange, à quel point c'est ultra transformé, à quel point c'est équilibré et à quel point ça correspond à nos propres besoins. Donc, il y a aussi des personnes qui ont, par leur individualité, vont avoir des besoins différents que des autres. C'est juste que quand on est végétarien et vegan, parce que le fer végétarien, le fer végétal plutôt, est moins bien absorbé et parfois beaucoup moins bien absorbé, c'est pour ça qu'il y a plus de risques de se retrouver en carence. Mais c'est pas garanti. On peut tout à fait avoir des taux excellents. Très bien. Juste une mini pause. T'entends rien derrière moi? Il y a pas de bruit? Non. Non, d'accord, ça marche. Attends, je le note. 16:30. Parfait. Est-ce que tu peux nous aiguiller finalement sur la biodisponibilité du fer? Est-ce que c'est le même? On parle, parce que j'ai une patiente qui peut me dire, bon, moi je suis végétarienne, mais bon, je mange des lentilles. Mais alors, si son taux est correct et normal et qu'elle n'a pas de problème, bon, pourquoi en parler? Il faut Tout à laisser les fait. gens tranquilles. Mais mettons, c'est une patiente qui se retrouve avec des carences, qui consomme des lentilles, qui consomme des légumineuses de façon régulière, des céréales complètes, pour essayer d'avoir des apports en fer qui sont le plus important possible. Elle n'y arrive pas. C'est quoi la différence avec la viande rouge et les abats? Alors le fer qui est dans la viande, et notamment dans la viande rouge et les abats, c'est le fer qui s'appelle le fer héminique. Et le fer qui est dans les végétaux, c'est un fer non héminique, c'est une autre forme de fer. Et la différence d'absorption, elle peut être de plus de 30%. C'est-à-dire que dans la viande, on va absorber environ 20 à 30% du fer qui était là. Donc, quand c'est marqué que dans 100 grammes de steak, il y a, je sais pas, 15 milligrammes de fer, on va pas absorber les 15 milligrammes. On va absorber à peu grand max un tiers. Dans les végétaux, ça peut être 2, 3, 5%, maximum 20%, et qui a été constaté, sachant que ça va beaucoup dépendre de quel type de végétal et de quel type de préparation. Mais la plupart du temps, on est entre 5 et 10%. Donc, en gros, on absorbe 3 fois moins bien le fer végétal que le fer animal. Donc, ça, c'est la première chose, la première différence. Et la deuxième différence, c'est que dans les végétaux, il y a des molécules qui, à la base, peuvent être tout à fait utiles pour nous. Les polyphénols, les phytates, ce sont des molécules qui ont des propriétés parfois même presque médicinales hein, chez nous. C'est pour ça que c'est important de manger les végétaux. Mais en même temps, ils peuvent avoir cette capacité de rendre l'absorption du fer plus compliqué. Donc, finalement, on a le fer lui-même qui est plus difficile à absorber par rapport à sa forme, mais aussi le fait que la présence des autres nutriments qui sont intéressants, mais qui vont concurrencer avec le fer pour son absorption. Donc, ça va
beaucoup pour ta patiente, hypothétique qui mange beaucoup de lentilles et beaucoup de légumineuses. Une chose qu'elle pourrait déjà faire pour améliorer, c'est le fait de les tremper et de les fermenter. Parce que ça diminuerait la quantité de polyphénol, la quantité de phytates. Autrement dit, ça rendrait ces légumineuses moins intéressantes du point de vue nutritif, mais ça rendrait le fer plus facilement absorbable. Il y aurait moins d'antinutriments liés au trempage. Bah, c'est la grande question. Est-ce que ce sont vraiment des antinutriments? Est-ce que ce Hmm. sont des nutriments qui sont vraiment méchants? Parce que il y a, en fait, il y a autant de recherches qui disent, oh là, ça embête l'absorption de certains minéraux. Mais il y a aussi de la recherche qui dit oui, mais il y a des qualités intéressantes pour nous les humains que ces nutriments apportent. Donc, c'est des antinutriments si on parle du point de vue d'absorption de fer, de zinc ou de calcium, mais ce sont des pro-nutriments si on parle de l'intérêt que ça peut apporter. Donc, moi, je dirais que c'est pas aussi linéaire. C'est pas des nutriments forcément qui sont méchants. Typiquement, ils sont très intéressants, qui peuvent avoir un impact intéressant sur notre microbiote, sur nos mitochondries, sur la régulation de notre système immunitaire et de l'inflammation. Mais par contre, oui, ça peut être embêtant pour l'absorption de certains minéraux. Sauf que nous, on n'est pas juste une calculette. Il nous faut tant de zinc, tant de fer. Nous, on est un organisme super complexe. Donc, je pense que c'est dommage de vouloir classer un nutriment comme ça. Hmm. Pour revenir au fer, Ouais, il y a, j'avais vu qu'il y avait une différence, donc le fer qui vient du sang, le fer héminique et le fer non héminique qui vient des oui. végétaux, même si je crois que le fer qui est contenu dans les œufs, c'est le seul fer du règne animal qui n'est pas héminique. Huminique, oui, tout Oui. à fait. Donc pour les véganes, si je me trompe pas, manger des œufs. J'espère Vegan que ne mange pas non, des c'est œufs. les végétariens, pardon. Je savais que j'allais faire l'erreur. Végétarien, oui, Voilà, désolé à tous. Donc et entre le fer héminique et le fer non héminique, ils n'utilisent pas les mêmes canaux d'absorption tout et à le fait. fer non héminique, a besoin de vitamine C pour être absorbé. Donc c'est Exactement. et forcément, pour chaque processus d'absorption, c'est dépendant de chacun. Peut-être que moi, j'ai une capacité d'absorption qui est moins bonne en fer héminique que toi, ou Oui, inversement. tout à fait. On a tous des différences de capacité d'absorption, quoi. C'est ça, tout à fait. Et donc, comme tu as dit, pour le faire non héminique, la vitamine C et après tout ce qui est préparation, donc fermentation, levain, trempage, ça va diminuer l'intérêt nutritionnel, mais en même temps rendre l'aliment mieux absorbable, plus digestible, plus Parfait. digeste. Ok, très bien. On parlait de la viande rouge. Oui, Comment se positionner? Tout à l'heure, tu me disais en off, est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet de la consommation de viande rouge? oui, Forcément, c'est quand même un aliment qui a un impact environnemental qui est certain. Euh, oui, Sauf si c'est de l'élevage raisonné en pâturage, comme par exemple nous le propose notre ami David Nicolas avec ses steaks féroces. du Mais hachis quand, féroce. Oui. ouais, qui sont très riches en micronutriments. Euh, Comment se positionner là-dessus sur la consommation de viande rouge? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Alors, Au niveau si on santé, on d'abord parle. au niveau santé, voilà, On va y passer si une on heure aussi, hein. le débat éthique et bilan de carbone, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nuances à apporter. Mais au niveau santé, il y a cette, idée qui circule beaucoup, c'est comme quoi la viande rouge augmente le risque de cancer. Et c'est cette idée où régulièrement je veux dire, ça nécessite de la nuance parce que dit comme ça, c'est faux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, l'OMS a fait un grand collège avec la recherche pour le cancer colorectal où ils ont examiné plusieurs centaines d'études. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a des preuves assez solides concernant le risque du cancer colorectal et la charcute. Donc la charcuterie, et donc très probablement ce sont les nitrites, favoriserait le cancer colorectal, ça augmente le risque. Mais en ce qui concerne la viande rouge brute, donc si on parle du steak, de l'entrecôte, donc de la viande rouge telle qu'elle, et encore moins des abats,
Là, pour le moment, ce n'était qu'une hypothèse. C'est-à-dire que les études examinées, déjà, il n'y en avait pas beaucoup qui regardent vraiment la viande rouge brute. La moitié montrait une association, plus de viande rouge, plus de risque de cancer. Mais une association ne veut pas dire causalité, ça ne veut pas dire que ça cause ça. Et l'autre moitié, voire je crois que c'était même plus, c'était à peu près 55-60%, ne montrait pas d'association. Et ça, c'est important pour quelqu'un qui n'est pas dans la science. Pourquoi l'association et la causalité, c'est pas la même chose. La façon de laquelle je l'explique, c'est quand on passe sur l'autoroute et on voit qu'il y a eu un accident et il y a des pompiers sur place. Donc, l'association serait accident égale pompier. Ça ne veut pas dire que les pompiers ont causé l'accident. Les pompiers ont venu parce qu'il y a eu l'accident. Donc, la même chose, c'est dans la science. Quand on voit qu'il y a deux choses qui apparaissent en même temps, on ne peut pas aussi facilement conclure au fait qu'il y en a une qui a causé l'autre parce qu'il y a des données qu'on n'a pas encore, dont on ne dispose pas. Donc, pour la viande rouge, le risque du cancer colorectal, pour le moment, c'est une hypothèse sans causalité démontrée. Et les choses qui sont aussi que j'entends régulièrement, c'est que la cuisson à la température haute, au barbecue, des grillades, La réaction de euh, Maillard, le exactement. steak bien grillé sur le dessus. Voilà, que ça serait en effet cancérigène, ça contient en effet des molécules pro-cancérigènes. La chose que souvent nous manque au niveau science, c'est qu'on n'a pas comparé ce risque-là à d'autres toxines alimentaires. Est-ce que ce risque est aussi important que si on mange pas la viande rouge, mais on mange d'autres toxines alimentaires qui sont tout à fait autorisées et parfois même presque Oui. naturelles. Donc, juste parce qu'il y a une molécule qui est méchante pour nous, ça ne veut pas dire qu'elle va nous causer une maladie. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, les instances se sont statuées à la portion qui semble relativement saine pour la majorité de la population va être environ 500 grammes par semaine, ce qui correspond à typiquement 3 portions, environ 3, voire même plus, ça dépend de la taille de portion, C'est trois 3 à steaks. 4, 3 à 4 portions de viande rouge par semaine. Et là, une grande partie de la population n'y est pas. Euh, c'est intéressant parce que je me suis entretenue à un moment, j'ai échangé avec un gastro-entérologue qui est aussi actif sur les réseaux et qui conseille une alimentation qui va être relativement pauvre en viande rouge. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi pauvre en viande rouge? Parce que les gens, ils vont entendre ça et ils vont dire, bah faut pas que je mange ça plus qu'une fois par mois. Et lui, il m'a dit, bah pas plus que 3 fois par semaine. Bah attends, 3 fois par semaine, c'est pas pauvre en viande rouge. En fait, c'est Oui. normal. Où est-ce qu'on met le curseur en fait dans tout Où est-ce qu'on ça? met le curseur? C'est quoi pauvre en viande rouge? Donc, Hmm. moi, la bataille que j'ai à mener la plupart du temps, ce sont pas des gens qui mangent trop de viande rouge, ce sont des gens qui en mangent pas assez par rapport à leurs besoins. Donc, par rapport ta question, c'était où est-ce qu'on se situe au niveau de la santé? Viande rouge couplée aux abats, ça va être vraiment une bombe nutritionnelle où on a la qualité de minéraux et de vitamines dans leur forme le plus facilement absorbable et utilisable par notre corps, qui est difficile à trouver ailleurs. Donc, Impossible. je dirais pas impossible parce que ça dépend aussi qu'est-ce qu'on cherche. Par exemple, il n'y a pas d'iode dans la viande rouge. Donc, Oui. tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est un multivitamine, mais c'est pas un multivitamine complet. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui contient pas tout. Il y a très peu de choline. Donc, on va pas mettre les œufs de côté juste parce qu'on a mangé notre steak. Euh, mais oui, c'est en effet 3 fois par semaine de la viande rouge. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas seulement conseillé par les instances, mais qui est typiquement largement au-dessus de ce qui consomme la majorité des femmes, en tout cas parmi celles que je rencontre. Et tu vois, on était sur le cancer colorectal. Oui. Ce qui est souvent décrit, c'est quand même qu'une consommation de fibres de 30 grammes par jour, je crois que c'est ça le curseur, que ça aurait tendance par contre à réduire la prévalence du cancer colorectal. Donc c'est toujours pareil. En fait, on revient sur Oui. l'assiette équilibrée. En fait, on est,
On a tendance aujourd'hui à vouloir simplifier les choses et à de dire, bah, X cause Y, Y amène Z, sauf que c'est jamais aussi simple. C'est pas parce qu'on a mangé beaucoup de viande rouge, parce que juste pour dire à quel point ça augmente le risque de cancer colorectal, la charcute, pas la viande rouge, la charcute. La charcute, si le risque de cancer colorectal avant était à 1%, il va passer à 1,18. Est-ce que ça paraît beaucoup? Pour moi, non. Mais après, je suis pas Non. statisticien, tu vois, mais En fait, c'est que statistiquement, c'est une différence importante et c'est ce qu'on appelle le risque relatif. Le risque relatif est 18%. Mais globalement, c'est une différence qui est relativement petite quand on prend en compte que c'est pas le seul facteur. Il y a le facteur de la ménopause. D'accord? La ménopause, c'est un des cancers des plus fréquents chez les femmes ménopausées non supplémentées par les hormones, qui semble impacter beaucoup plus que la consommation de viande rouge. On n'a pas parlé des facteurs comme le tabagisme, la consommation d'alcool, qui n'ont pas été comparés, hein. Malheureusement, j'ai pas d'études de et comparaison. c'est ça qui aurait été intéressant, c'est de voir, bon, mais ok, je consomme de la viande, enfin, je consomme de la charcuterie 3 fois par semaine, mais versus la consommation de 2 unités d'alcool par jour ou d'une seule unité Exactement, d'alcool par jour, en fait, c'est fois 10, quoi. Donc le exactement. risque est pas le même. Tout à fait. Et puis la charcuterie, il faut aussi préciser que les chercheurs ont surtout imputé les nitrites dans le risque, puisque le fer héminique, quand il réagit avec les nitrites, ça donne ce qu'on appelle le stress oxydatif, ça donne une inflammation et ça abîme les cellules. Mais une charcuterie comme du jambon sec, quand c'est fait de manière traditionnelle, quand c'est juste de la viande salée séchée, il n'y a pas de nitrite. Donc est-ce qu'on aura le même risque dans un jambon sec que dans un jambon ultra transformé, Reconstituer. reconstitué, de mauvaise qualité? Hmm. Donc je pense qu'il y a tellement de nuances à apporter là-dessus. Concernant le risque cancer colorectal, globalement, la charcuterie, c'est plutôt une preuve solide, mais encore une fois, le risque, il est augmenté, mais ce n'est pas quelque chose qui est plus important que les autres risques des expositions qu'on a. Hein. On n'a pas le risque de consommation bio versus pesticides, parce que personne n'a pu suivre des, des gens qui consomment bio suffisamment longtemps et Hmm. on n'en trouve pas suffisamment aujourd'hui. Donc, c'est un débat qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Nutritivement parlant, ça va être notre atout. Comme j'ai dit tout au début, c'est dépendant de la dose. Pas assez, c'est pas bien. Trop, c'est pas bien non plus. Mais 3 portions par semaine, sachant que c'est une prudence populationnelle, c'est pas une règle absolue. En effet, peut-être quelqu'un qui est en carence aurait besoin de plus parce que il a besoin d'abord de combler sa carence. Donc le fer qui va circuler, il va pas pouvoir, il va pas pouvoir être stocké, il va pas pouvoir réagir, il va pas pouvoir participer à des processus inflammatoires. Versus quelqu'un qui a une maladie génétique qui fait que ses stockages de fer de base, il gère mal, comme l'hémochromatose. Et là, peut-être que trois fois par semaine, ça serait un petit peu beaucoup pour cette personne-là. À elle, peut-être qu'on conseillerait moins. Donc ça, c'est pour la population générale. Très bien. Comment se positionner sur les abats? Parce qu'au final, tu vois, j'avais posé la question à un boucher qui me disait, mais moi, le problème, c'est que je suis pas dans les tables. Donc, je peux pas savoir un bœuf qui a été traité toute sa vie aux antibiotiques, qui a mangé n'importe quoi. Forcément, le foie, c'est quand même un organe filtrant qui peut accumuler des toxines. Euh, Alors ça, c'est pas vrai. d'accord. Le foie filtre. Le foie n'est pas un organe d'accumulation. Ok. Genre, tout comme tu vas pas dire parce que j'utilise un passoire pour l'eau de mes nouilles qu'il y a trop d'eau dans le passoire. Hein. Donc le foie n'a pas vraiment la tendance d'accumuler les toxines. Ok. Donc, et je pense que cette idée, elle peut venir des pubs pour détoxifier notre foie. Hmm. Donc, le foie n'a pas besoin d'être détoxifié. Il a parfois besoin d'être soutenu dans sa santé, dans son métabolisme. Par quelqu'un qui a un foie malade, par exemple quand il y a des infiltrations de graisse ou malade à cause d'autres raisons, soutenir le métabolisme du foie avec soit avec des médicaments, soit certaines plantes,
soit au niveau aussi alimentaire, et ben, ça va aider, mais le foie n'a pas besoin d'être détoxifié lui-même. Donc, le foie ne va pas accumuler les antibiotiques ou autres choses avec lesquelles l'animal a été traité, tout comme le cœur et les rognons. Donc, les rognons, c'est C'est les reins, je crois, les si reins, les si je reins me trompe. ou les estomacs. Ils vont nous tomber dessus. Mais vous avez raison, on a erreur. Oignon, organes. Euh, Les reins. Si, Les reins, c'est les reins. ok, Donc, les reins. pour toi, il n'y aurait pas d'accumulation, par exemple, de Bah métaux non, ce lourds? sont des organes filtrants. Donc, si l'animal n'était pas malade, et normalement un animal qui est parti pour être mangé est censé ne pas être malade, c'est un petit peu les normes Hmm. d'hygiène. Si l'animal n'a pas été malade, on ne va pas consommer un organe intoxiqué. Versus, par exemple, le foie gras. Là, on mange un organe d'un animal malade. Et c'était son organe malade. Donc, c'est l'organe qui avait une stéatose hépatique. Hmm. Mais même le foie gras, un organe très malade d'un animal maltraité, eh bien, il n'a pas de toxines. Il est juste, c'était un organe qui était malade et inflammé. Il n'a pas accumulé les toxines ou les antibiotiques auxquels était exposé cet animal. Donc, cette crainte-là, je pense que je peux rassurer en disant que ce n'est pas une crainte particulièrement fondée. Concernant l'apport en nutriments, les abats, c'est très, très intéressant, d'autant plus que leur composition est différente à la viande et donc souvent on a des nutriments, des minéraux notamment, heu, ou d'autres types de certaines graisses, certains types de peptides, certains types de protéines qui vont pas être présentes dans la viande dans la même quantité. Par exemple, le cœur, très riche en CoQ10, le foie très riche en cuivre, en manganèse, en zinc, en fer Oui, aussi. en fer, oui. Donc c'est pas les mêmes proportions que dans la viande. Et quand on regarde dans notre évolution, typiquement on mangeait l'animal entier. On ne jetait rien. Ça c'est quelque chose d'un peu plus récent. Et donc quand on peut s'habituer en effet de manger les abats, ça je dirais que idéalement, si on avait une fois par semaine parmi ces 3 où on mange la viande rouge, bah, ça pourrait être pas mal. Mais après, voilà, il y a la possibilité d'acheter des steaks où on a un tout petit peu de viande, un tout petit peu de, pardon, de cœur et de foie caché dedans, ce qui, pour les personnes qui aiment pas à cause du goût, ça peut être une bonne idée. Mais sinon, développer le goût. Parce que les abats, ça, c'est présent quand même dans la plupart des cultures. Dans la culture française, c'était tout à fait présent. Et c'est un petit peu dommage que c'était un peu ignoré depuis quelques décennies. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Je dirais. C'est sûr que d'être omnivore, de se targuer de manger de la viande et se dire que on est dans une sphère, on évolue dans une sphère supérieure aux végétariens, aux véganes parce qu'on a une alimentation qui est plus riche, peut-être en protéines, mais finalement, si on mange que des blancs de poulet, il manque quand même Mmh, beaucoup de micronutriments, on se tout à fait. fourvoie. Tout à fait. Il manque une grande partie de la diversité, ouais. Hmm. C'est un peu le morceau du riche en fait, cette, Oui, 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 tout à fait. Et encore, je pense que le foie, il était quand même assez prisé, hein, même dans la société d'avant. Le foie, le cœur, c'était quand même des délicatesses bien préparées. C'est juste qu'on a un petit peu oublié comment les préparer. hmm. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site de Féroce pour regarder ça. Ok, bon, les solutions concrètes finalement pour que. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Oui, et c'est toujours pareil. Bon, ok, je vais devoir acheter du foie de bœuf, je vais devoir acheter du cœur de bœuf. Franchement, je suis d'accord avec vous, ça m'enchantait pas forcément quand j'entendais ça dans les podcasts ou quand on parlait de ça avec l'équipe de 1000%. Euh, Quelle stratégie tu pourrais proposer, par exemple, pour quelqu'un qui est végétarien
et qui se retrouvent en carence de fer, qui typiquement, Oui. allez, je viens d'accoucher, ou je suis enceinte et j'ai un Alors, taux de fer qui arrive enceinte pas. ou postpartum, il faut se supplémenter, à mon avis. Les femmes enceintes, il faut savoir que plus tard dans votre lait, il n'y a pas de fer. Donc, le bébé, il fait ses stocks de fer pendant la grossesse. Et s'il n'y a pas assez de fer en circulation, bah, il va le prendre à partir de nous, hein, du corps de la femme. Donc, euh, si on est végétarien et enceinte, à mon avis, il faut se supplémenter du début à la fin, hein. Et ensuite aussi par la suite en postpartum, parce que notamment pendant l'accouchement, il peut y avoir un petit peu de saignement qui va être un peu supérieur à ce qu'on perd avec les règles. Euh, donc, quand on est omnivore et qu'on n'est pas timide avec la viande rouge, typiquement, je vais dire aux femmes enceintes, en effet, 3 voire 4 fois, donc 500 à 600 grammes de viande rouge et si possible des abats un peu dedans. Mais si on est végétarien, vegan, je pense que pendant la grossesse et postpartum, il faut se supplémenter. En dehors de ça, euh, alors, quand on prend quand on prend des lentilles, du quinoa, donc tout ce qui est légumineuse, pois chiches, et c'est assez intéressant de toujours les tremper et de cuire sous pression. Ça va détruire une partie des phytates et des leptines, donc ce sont des nutriments qui vont nous embêter dans notre absorption de fer, et ça va rendre le fer aussi plus disponible. Après, il y a aussi un petit peu de fer végétal dans le tofu, dans le tempeh. Donc ça, en effet, il faut une consommation quotidienne. Et je dis bien pour végétarien et vegan, parce que, comme tu as dit, le fer dans les œufs ou dans le fromage, bah, il y en a pas des masses. Donc c'est un petit peu le même combat pour les autres. C'est important d'avoir suffisamment de vitamine C qui circule, donc qu'on mange vraiment suffisamment de fruits, au moins 2 portions par jour, encore même mieux 3, pour qu'il y ait vraiment assez de vitamine C, voire même un petit peu plus de vitamine C que les besoins minimums. Et il faut savoir que pour les omnivores, quand on mange de la viande rouge, il y a des études qui ont montré que si on l'associe avec des végétaux, par exemple viande rouge plus lentilles ou pois chiches ou autres, eh bien ça va amplifier aussi l'absorption du fer végétal par la présence du fer hémique. On n'a pas encore compris pourquoi, mais on l'appelle ça le meat factor, qui fait que l'absorption du fer végétal se fait mieux quand il y a un fer héminique présent. Et donc, Magnifique. quand oui, trop bien, la nature est bien faite. Et donc, quand végétarien, vegan, on a essayé ça, mais on est quand même en carence, ou bien si on est déjà en carence, là, je conseillerais quand même de se supplémenter. Alors, il y a deux types, on va dire, de traitements. Il y a soit de la supplémentation par la bouche, soit si la carence est vraiment importante et qu'on est en anémie très importante, il y a aussi possibilité de faire des injections de fer. Parfois, ça se fait aussi chez les personnes où, avec leurs soucis digestifs, la supplémentation orale n'est pas efficace. Donc, à ce moment-là, les injections de fer peuvent être vraiment très, 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 très bénéfiques. Et pour la supplémentation, alors malheureusement, l'oxyde de fer, et c'est la forme de fer qui est dans Tardiféron, Fumafert et les autres médicaments pris en charge par la sécurité sociale. Tous les suppléments qui sont remboursés finalement, quand vous nous dites oui, mais mon médecin m'a prescrit du fer, s'il est bien toléré, tant mieux. En fait, d'un côté, c'est la tolérance qui est pas terrible avec l'oxyde de fer. Il y a beaucoup de personnes chez qui ça peut donner des maux de ventre, mais aussi il est quasi inefficace au niveau absorption. Donc, malheureusement, même s'il est remboursé, dans ce cas-là, ce n'est pas une preuve de garantie. Et les meilleures formes, c'est le bisglycinate de fer. C'est souvent vendu dans les pharmacies aussi ailleurs comme fer doux. Et sinon, il y a le pyrophosphate de fer. Mais le bisglycinate, c'est celui qu'on trouve assez facilement. Il y a aussi sulfate ou fumarate de fer qui sont efficaces au niveau de leur absorption, mais que j'ai l'impression sont moins bien tolérés parfois que le bisglycinate. Mais en effet, euh,
les fers remboursés, les fers en forme oxyde, donc les fers médicaments sont peu efficaces. Contrairement au fer héminique, le fer en forme de complément alimentaire, il faut le prendre à jeun. Et en effet, l'associer avec la vitamine C peut être intéressant. Cependant, sachez que la vitamine C, elle n'est pas obligée de venir en même temps. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de vitamine C qui circule dans votre corps, c'est OK. Donc, la vitamine C doit venir tous les jours, mais elle n'est pas obligatoire à venir en même temps que la prise du fer. Hein. Et puis ces fers-là, les fers qu'on prend avec la bouche en forme de complément alimentaire, eh bien, ils vont être assez capricieux par rapport à tout ce qui est caféine, donc café, thé. Ils peuvent aussi être assez capricieux avec les produits laitiers. Donc on dit d'éviter la prise du café, du thé et parfois aussi des produits laitiers au moins 1 heure, voire même 2 heures. Donc c'est une supplémentation pour te dire, elle est assez pénible. C'est C'est avant ou après, hein. J'avais C'est complètement avant, oublié après. En cette fait, notion, ouais. C'est les c'est ça. tanins En qu'il y a fait, dans le souvent, thé et le café, hein, qui c'est posent la problème. caféine, c'est la théine qui, Ah, qui je fait pensais que ça. c'était les tanins, tu vois. Ok. Alors, il est possible que les tanins y jouent aussi, mais Mm. c'est la caféine principalement. Peut-être que c'est les deux, hein, parce qu'il y a aussi des tanins dans le café. Mais personnellement, souvent, je vais dire, si c'est bien toléré, je vais conseiller de prendre le fer au coucher. S'il n'y a rien d'autre, parce qu'au coucher, si tout va bien, normalement, ça fait au moins 2 heures qu'on a fini le repas, même mieux 3 heures. On n'a aucun café, aucun thé, aucun yaourt qui viendra par la suite. Donc souvent, au coucher, c'est un peu plus simple qu'au réveil. Et quelle serait la quantité optimale à prendre, tu vois? Je sais que c'est forcément individu dépendant, mais bon, il y a quand même une dose de tolérance, quoi, de tripler les doses parce que vous êtes en Alors ça, carence. en effet, ça, il faut voir avec le médecin. Parce Mm. que si s'il y a pas de carence, mais il y a un taux qui n'est pas optimal, donc si vous êtes supérieur à 30 avec la ferritine, mais vous n'êtes pas à 50, à 75, et pour votre grossesse, pour la fertilité ou pour vos performances sportives, vous souhaitez optimiser les taux, dans ce cas-là, 14 mg par jour, c'est une bonne dose. C'est la dose conseillée journalière. Mais s'il y a une carence, faut voir avec le médecin et en effet, parfois, c'est une double dose, voire une triple dose. Mais il faut voir avec le médecin et ça va beaucoup dépendre de qu'est-ce que vous mangez à côté et qu'est-ce qui est votre hygiène de vie, qu'est-ce qui est votre activité à côté. Donc c'est pas un truc où on peut dire à tout le monde prenez autant. Bien sûr. Et tous les jours, parce que je trouve que les patientes, elles ont quand même, celles qui ont un problème, souvent, elles tolèrent mal la supplémentation, elles finissent avec des selles qui sont noires, ça a tendance à donner des diarrhées. C'est surtout l'oxyde de fer qui donne ça. Ouais. Euh, Tous les jours ou un jour sur deux, Alors comment on déjà, gère ça? arrêtons l'oxyde de fer. Ok. Donc, ça peut être le premier pas. Parfois, même le bisglycinate, même le fer doux peut être mal supporté, notamment si on a des intestins un peu sensibles ou fragiles. Dans ce cas-là, bah, je vais conseiller de le prendre avec le repas, parce que bah, avec le repas, c'est quand même mieux que pas du tout, ou avec le repas, c'est mieux que sans et que ça donne des inconforts. Donc, il y aura une absorption moindre, mais elle sera quand même là. Le faire aussi, en effet, bah, on n'est pas obligé de le prendre tous les jours, mais c'est typiquement plus intéressant de prendre une dose utile tous les jours plutôt qu'une grosse dose de temps en temps qui risque d'avoir des soucis digestifs. C'est différent quand on a une injection. Quand on a une injection de fer, bah en effet, on nous donne une grosse dose et elle va pouvoir être utilisée par notre corps pendant quelques jours, voire un peu plus. Donc c'est un peu différent. L'injection, on fait pas tous les jours. Hmm. Bon, après, ça c'est de la médicalisation, donc forcément. De Mais toute façon, c'est faites-vous important de savoir accompagner, hein. si l'anémie ne se laisse pas corriger par des apports ou par une supplémentation orale, c'est une belle alternative. Hmm. Carrément. Forcément, on parle de système digestif qui est pas efficient, qui n'arrive pas à absorber ce fer. Ça peut aussi être une des pistes à explorer chez quelqu'un il a du mal à faire remonter son taux de fer. Peut-être ça peut être le cas, par exemple, pour une sportive de haut niveau ou quelqu'un qui s'entraîne pas mal, Mm. qui a du mal à récupérer, qui se retrouve à avoir des performances qui sont un peu en berne, qui trouve que ben, Ouais.
comme par hasard, ça VO2 max, ça bouge pas trop. Ouais. Ça peut être de la porosité intestinale. Qu'est-ce que ça, dans ce cas de figure-là, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, en effet, c'est des choses qui vont être assez individuelles. Hem, alors, c'est tout ce qui est inflammation, hem, donc ça peut être la porosité intestinale, ça peut être le déséquilibre de microbiote. Tout ce qui est inflammation, ça va diminuer l'absorption de différents nutriments, y compris de fer. Hem, Après, hem, la régulation hormonale joue aussi un rôle. Donc tout ce qui est déséquilibre hormonaux va pouvoir l'impacter aussi. Hem et un facteur, par contre, je pense très courant en population, c'est des déséquilibres au niveau de l'estomac. Donc c'est tout ce qui est reflux, gastrite, des prises de médicaments comme esoméprazole, oméprazole, donc les médicaments contre le reflux. Hem, Ça va impacter l'absorption de fer parce que le fer s'absorbe tout en haut de notre, intestin grêle et il va beaucoup être impacté si il y a un déséquilibre de microbiote, parce que c'est typiquement là, ou s'il y a des perturbations au niveau de suc gastrique qui est trop ou pas assez acide. Donc c'est le microbiote, la génétique, la fonction de notre suc gastrique, ça joue beaucoup. Chez les athlètes, pour répondre plus à ta question, athlètes de haut niveau, typiquement son corps Ou est juste sous quelqu'un qui s'entraîne une dizaine d'heures par semaine, tu vois, et voilà, on va qui... dire entraînement de haut niveau. Entraînement de haut niveau, hem, notamment pour une femme, ça va être un stress important pour le corps et ce stress va pas impacter uniquement, son cycle, il va impacter tout son corps et donc ça peut, f accentuer ou ça peut créer une inflammation intestinale et rendre l'absorption du fer moins bonne. Donc, chez les femmes, chez les grandes sportives, c'est souvent un débat assez douloureux parce que le sport, comme tu dis, 10 heures par semaine, bah, pour certaines femmes, ça va demander un paiement par déséquilibre hormonal, des hormones sexuelles, des hormones thyroïdiennes, les hormones de gestion de stress, et ça va demander le paiement d'une inflammation qui peut être digestive ou ailleurs. Et ça peut être assez douloureux d'avoir cette discussion de finalement la meilleure solution, c'est de diminuer le sport. Donc, hein, c'est pas toujours évident. Hmm. Oui, c'est complexe. On avait reçu Anthony Berthoud qui avait évoqué le fait que l'activité physique d'endurance et notamment de course à pied, par ses efforts euh, endurants longs et avec impact, ça diminuait la perfusion du système intestinal. Et donc Oui, tout à fait. cette baisse de perfusion sanguine crée un stress aussi au niveau intestinal et le retour de l'effort, la reperfusion aussi, créait un nouveau stress là-dessus. Et donc, on avait un système digestif qui était largement mis à contribution. Donc, je vous invite à écouter le docteur Anthony Berthoud là-dessus. C'est tout à fait passionnant et ça peut peut-être expliquer les problèmes d'assimilation pour certaines sportives d'endurance. Oui, tout à fait. Je ne sais pas comment c'est avec d'autres types de sports, mais ce que je vois au cabinet, c'est quand il y a des entraînements qui dépassent 4-5 heures par semaine en tout, en cumulé, on peut avoir pas mal de soucis de ce type. Hmm. En effet, c'est tout simplement un effort pour le corps qui, pour certaines femmes, ça va dépasser leur capacité, c'est-à-dire qu'elles peuvent le faire, mais elles vont payer avec, leur équilibre et avec leur, santé, dans d'autres domaines. Donc peut-être de poursuivre des entraînements, peut-être si c'est très important, les troubles digestifs occasionnés, peut-être diminuer les impacts, donc passer sur des activités sans impact et peut-être plus court, plus court et intense pendant un certain temps,
Bon, après, si vous êtes anémié, forcément, courir intense, c'est très compliqué. Oui. Mais peut-être éviter les sorties très, très longues et avec impact pendant un certain temps pour essayer de faire remonter tout ça parce que c'est un cercle vicieux quand même. Tout ce qui va être cardio va en effet demander une participation du système digestif plus important. Donc Mmh. je ne connais pas les études qui ont comparé par exemple course à pied avec la natation, mais à mon avis, ça va pas être très différent parce que je suis pas Et sûre que si. c'est tant que ça l'impact, mais c'est le côté cardiovasculaire qui fait que le corps va bah, il va tout simplement arrêter la digestion, donc la perfusion sanguine d'un système digestif va être moindre. Je suis pas sûre qu'il y a une énorme différence entre les coureuses et les nageuses ou les joueuses de rugby, par exemple. D'accord. Oui, oui, effectivement, j'ai pas la réponse précise. Je m'appelle pas Anthony Berthoud malheureusement, donc mais il disait que c'était un stress supplémentaire. De là à savoir si c'était plus 10% ou plus Oui, 80%, c'est ça. c'est vrai que toujours là est la nuance. Bon, on a vu pas mal de choses, Zina, non? Je pense qu'on a fait un beau Je tour, pense ouais. que si j'ai une problématique de déficit slash carence en fer et que je nous ai écouté, je pense que j'ai des pistes. Donc, on répète trempage des légumineuses à Oui. répéter forcément plusieurs fois dans la semaine. Euh, Quelqu'un qui est végétarien, forcément, tu lui conseilles de se supplémenter en bisglycinate de fer. Alors, s'il est carencé, si, parce que Oui. encore une fois, Ah, il faut le contrôler par contre, hein. oui, oui, tout à fait. Mm. Le On l'a fer, pas dit ça. oui, le fer, c'est pas bien quand il y en a pas assez, c'est pas bien du tout quand il y en a trop. Mm. Donc, je me supplémenterai pas juste parce que j'ai envie. Jamais à Euh, l'aveugle. Jamais à l'aveugle. Donc, c'est pas du tout garanti que parce qu'on est vegan ou végétarien qu'on aura une carence. C'est juste que c'est plus fréquent et donc c'est plus intéressant de contrôler. S'il n'y a pas de carence, on se supplémente pas. Mm. Ce serait trop Après, facile. il y a en effet le côté de optimisation, par exemple, pour un couple végétarien ou vegan qui m'en consulte dans l'optique de fertilité et leur ferritine est inférieure à 50, je vais leur conseiller la supplémentation. Mmh. Parce que on sait que les seuils optimaux pour la fertilité sont supérieurs à 50 et pas supérieurs à 30. Donc ça dépend un petit peu des objectifs, mais en revanche, il faut contrôler pour être sûr que vous n'êtes pas vers la fourchette haute, parce que si vous êtes supérieur à 50, aucun intérêt de se supplémenter, Mm. voire des risques. Très bien. Après, on a vu supplémentation, les apports possibles, les aliments qui contiennent le plus. On n'a pas évoqué le boudin noir, qui est un aliment aussi qui est. Pour moi, ça fait partie des abats. C'est vrai Oui, que je l'ai pas évoqué mm, plus que ça, mais c'est juste qu'on ça l'a fait pas partie. cité, mais C'est vrai. peut-être les auditeurs l'auront C'est deviné. peut-être plus accessible pour certains que le Mm. foie ou le cœur. Mmh. Oui, carrément, carrément, carrément. Écoute, on a tout vu. Et la spiruline dans tout ça, tu vois, j'avais écouté les sportifs d'endurance nous dire Mmh. que pas jamais carencé en fer, parce qu'ils se supplémentaient en spiruline. J'étais très sceptique. Pas d'intérêt majeur. T'es Hem, dur, Zina, t'es dur. il faudrait manger énormément de spiruline pour que ça soit un apport, intéressant. Je Une crois soupe qu'il de il spiruline. hem, c'est pas voilà, faut faire des soupes, c'est ça, des smoothies de spiruline. Mm. Je pense que, c'est marqué combien de milligrammes de fer, vont contenir, un comprimé, une gélule ou une cuillère. Mais typiquement, on est à 8, 15, 20 par jour, donc ça devient un petit peu ridicule. Donc c'est un apport, plutôt marginal. Après, ça peut être, pourquoi pas, peut-être en tant que supplémentation de base. Moi, c'est pas un truc que je conseille, je vois pas énormément d'intérêt. Si on a besoin de quelque chose de thérapeutique, bah, ça va pas suffire. Et si on a besoin de quelque chose juste pour l'entretien, je préfère passer par l'alimentation vraie. Et spiruline, ça peut être intéressant pour d'autres choses, mais pas tant que ça pour le faire. Parfait. Écoute, on a tout balayé. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier bouquin, un petit mot dessus? Ton dernier livre?
Eh bien, mon dernier livre, c'est aussi mon premier. C'est autour de la fertilité. Il y a un deuxième qui va, j'espère, arriver l'année prochaine, qui sera plus pour, autour d'autres choses, plus générales. Mais le 1er, il était autour de la fertilité, optimisation de la fertilité avec, bah, l'alimentation. Combien de fer manger, combien de protéines manger, combien de certaines vitamines manger, et aussi, des autres approches d'hygiène de vie, alimentation, soutien en effet de notre foie, de notre lymphe, de notre mental. Et donc c'était un livre, qui, heu, qui a pour but d'optimiser notre santé pour optimiser la fertilité de la femme et de l'homme. Trouver des solutions, on est toujours là pour ça. Et donc, Mmh. et on en a pas mal parlé pendant l'épisode, le 17e du projet là, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, et où on a surtout aussi évoqué, l'éviction de, perturbateurs endocriniens Tout à fait. et de sports qui pouvaient être aussi, les sports de champignons, hein, on parle pas du sport tout court. Beh, écoutez, Zina, je te remercie. Tu as un dernier mot pour la fin? Pour le faire, mmh, non, j'ai pas énormément d'idées là, je me suis pas préparée d'avoir, une idée clôturante. Non, mais je Prenez soin de vous. et oui, c'est toujours le mot, pour être à 1000. Le savoir, c'est le pouvoir et aujourd'hui, on a forcément gagné en connaissances grâce à Zina. Hem, Avec plaisir. hésitez pas forcément à vous abonner, mettez le petit pouce, pour soutenir le projet et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux du docteur Zina Gomber. Il y a toujours plein d'infos, passionnantes. Allez, bah, écoute, merci beaucoup Merci Pierre. Zina d'avoir été là. Merci pour l'invitation Allez, et à une prochaine. et oui, ciao tout le monde.